j'enchaîne effectivement sur cette présentation en faisant peut-être référence à ce qui était présenté au tout début, justement, à travers le questionnaire dont vous avez exposé un petit peu les retours. Quand je voyais dans un item que, du point de vue des personnes qui ont répondu à ce questionnaire, à 89% reviennent les réponses sur la nécessité justement d'un accompagnement et d'une formation des personnels, je crois justement qu'on est un petit peu là-dedans. Ma collègue Dominique Collado tout à l'heure évoquait dans le cadre des réalisations de l'OBEP et dans le cadre d'un GT, d'un groupe de travail dédié, toute une réflexion sur la formation des personnels qui a débouché d'ailleurs après sur un DU qu'on a mis en place avec l'INSHEA de Suresnes. Mais ce DU, évidemment, il a un grand intérêt. C'est de proposer en fait à des personnels qui sont d'une manière générale soutenus et poussés par leur établissement une formation qui peut leur permettre de devenir justement des référents école inclusive dans leur établissement, une formation diplômante, mais une formation qui par définition propose par cohorte successive un nombre de places limité. Donc, il y a une nécessité de diversifier l'offre de formation et de proposer des modalités qui sont plus impactantes et qui puissent concerner un volume beaucoup plus important de personnel du réseau, sans être confronté à la limitation des places pour une formation diplômante telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il a été fait référence tout à l'heure aussi à des masters, ces masters dont on va accompagner la mise en place aussi au niveau de nos deux organisations, MNF, AEFE, ont à la fois le même potentiel et les mêmes limites, puisque par définition, sur bientôt 580 établissements homologués dans le réseau, ce n'est pas effectivement 3 formations ou 4 formations diplômantes qui vont couvrir les besoins de formation de nos personnels. Alors, il faut trouver d'autres modalités. Et celle sur laquelle je vais m'attarder quelques petites minutes, en fait, essaye justement de proposer une autre modalité de formation qui n'a pas vocation à diplômer, mais qui a vocation à équiper les personnels en les aidant et à se poser les meilleures questions possibles sur la manière justement de penser leur pratique et de la mettre en place. C'est-à-dire, il y a dans toute formation à l'école inclusive des enjeux de posture, des enjeux de regard posés sur l'élève et sur la différence, et des enjeux évidemment de réflexion pédagogique et de pratique pédagogique. Alors ce parcours, en fait, il se compose de 3 entrées thématiques. Comme vous le voyez sur cette slide, la première thématique, en fait, le thème 1, a été appelé interculturalité et accessibilité pédagogique. Autour de chacune de ces thématiques, de ces 3 thématiques qu'on va donc faire défiler, on a donc 4 modules accrochés. Autour de cette première, vous avez 4 modules. Le module 1 donc, consiste en fait à mettre à plat un petit peu les représentations sur le handicap et la diversité parce que, effectivement, d'un pays à l'autre, on ne pose pas le même regard sur la différence, sur ce qu'est un handicap et sur la manière justement d'accueillir le handicap dans le cadre d'une classe ordinaire pour proposer à un élève en situation de handicap effectivement un parcours qui soit adapté avec toutes les opportunités d'accessibilité qu'on peut lui offrir. Tout ça mérite d'être mis à plat, d'être travaillé avec les stagiaires qui poursuivront ce parcours. Et c'est ce que ce module 1 permettra. Le module 2, en fait, consiste ensuite à construire un regard interprofessionnel sur les besoins des élèves. Parce qu'effectivement, on est amené à travailler à plusieurs autour de la problématique d'un élève et avec des logiques métiers qui sont différentes. Et la lecture qu'on fait de la dynamique de développement d'un élève, de son comportement, de sa conduite, de son rapport au savoir et à l'école, aux autres, au monde, doit être questionné justement en croisant les regards. Et il faut apprendre à le faire, ça, parce que ça n'est pas forcément spontané. Le module 3 visera en fait à travailler sur l'observation et l'analyse des besoins des élèves. Ce n'est pas non plus une compétence spontanée chez tous les personnels qui ont à connaître justement et à accompagner ces élèves-là. Observer un élève, décrypter et analyser les besoins, au-delà de la connaissance des troubles dont peut pâtir l'élève, qui peuvent l'empêcher de grandir ou d'apprendre, c'est une compétence importante qu'il s'agit aujourd'hui de développer parce qu'elle conditionne derrière la qualité et la pertinence des réponses qu'on va pouvoir apporter aux besoins de ces élèves. Mais pour apporter la bonne pertinence, il faut analyser le bon besoin et le faire de manière, là aussi, éclairée, documentée et objective.
Le module 4, rattaché à cette première entrée, c'est justement les réponses qui peuvent être proposées par ce qu'on appelle aujourd'hui la conception universelle des apprentissages, et puis aussi les usages du numérique adapté. On sait que là, il y a des ressources, il y a des approches qui peuvent être d'un secours important pour les personnels qui ont à connaître la réalité de l'accueil de ces élèves dans leur classe ou en dehors de la classe. Voilà donc pour la première entrée thématique qui sera donc traitée dans le cadre de ce parcours. On va donc passer à la deuxième, qui fait l'objet de la slide suivante. Alors, le thème 2, la deuxième entrée, s'appelle « Vers une communauté scolaire inclusive pour accueillir et accompagner les élèves ». Alors là, ce qui est en jeu à travers cette deuxième entrée, en fait, c'est toutes les logiques collaboratives qu'il s'agit de construire et de tisser auprès de l'élève pour sa bonne prise en charge, pour son bon accueil et pour le bon déroulement de son parcours de scolarité. Alors, toujours pareil, 4 modules autour de ce thème. Vous notez aussi qu'on insiste que c'est un parcours qui fera 25 heures pour une durée moyenne de 2 heures par module, donc un format relativement léger, mais qui a pour ambition de traiter vraiment l'essentiel des problèmes en apportant les clés les plus importantes aux professionnels pour qu'à partir de ces clés, ils puissent devenir, plus qu'il ne l'est au départ, l'ingénieur de ses propres pratiques, si je puis dire. Alors, dans ce thème 2 et dans cette entrée numéro 2, vous avez un premier module qui s'appelle la relation de l'établissement et des enseignants avec les familles. Le rôle des familles dans le cadre d'une alliance éducative qui est absolument indispensable en établissement pose, et je ne suis pas si mal passé pour vous en parler, puisqu'il m'arrive de là où je vous parle, c'est-à-dire en fait du siège de l'agence, d'être sollicité parfois par des familles qui ne se sont pas forcément senties comprises par les interlocuteurs finalement qui sont ces interlocuteurs naturels en établissement, dans la manière justement de prendre en compte les besoins de leurs enfants. Et il m'arrive d'entendre parfois ces malentendus et d'essayer justement de tourner après vers l'établissement pour rapprocher un petit peu les points de vue dans une logique un petit peu de conciliation, si je puis dire. En tout cas, il y a un vrai enjeu d'alliance éducative et de coopération autour de l'inclusion avec les familles, et c'est l'affaire de tous les personnels de l'établissement, c'est une affaire de communauté scolaire. Vous avez un module 2 qui sera plutôt consacré au travail en partenariat avec les professionnels spécialisés, parce qu'effectivement, là aussi, on a une problématique qui a d'ailleurs été traitée et qui continue à l'être au niveau de l'OBEP à l'occasion par l'entremise d'un groupe de travail. Là encore, effectivement, les professionnels spécialisés ont une compétence à développer, dont ils peuvent se prévaloir. Ils apportent un regard, ils apportent des techniques, ils apportent des modalités de traitement de la difficulté ou du handicap qui peuvent être complètement complémentaires à celles qu'on va avoir dans les classes. La question, c'est de mettre en musique et de construire les bonnes synergies avec l'ensemble de ces personnels quand on travaille en établissement. Donc là, c'est un enjeu important aussi qui fait l'objet de ce module. Le module 3, en fait, c'est la collaboration avec l'AESH. Il en a été question tout à l'heure pour d'autres raisons, sur les questions de prise en charge, de soutenabilité en fait, financière du financement, de l'accompagnement en fait, des élèves par les AESH, selon les différentes modalités qu'on peut connaître à l'étranger. En tout cas, sur le fond, l'accueil et l'accompagnement d'un élève à besoins éducatifs particuliers suppose, vous vous en doutez évidemment, que l'AESH et l'ensemble de ses partenaires, à commencer par l'enseignant de la classe, construisent une collaboration qui soit effectivement efficace, efficiente, fluide et comment dire, explicite pour l'ensemble des acteurs et qui soit comprise par tout le monde. Le module 4, le faire ensemble, comme levier d'une pédagogie plus inclusive. Le faire ensemble, là, en fait, on fait directement référence en fait, à la manière dont on peut construire dans la classe les interactions entre les élèves pour la meilleure adaptation possible de l'élève dans l'écosystème de la classe au quotidien. Donc, on sait effectivement qu'on peut s'appuyer aussi sur les dynamiques interactives entre les élèves pour aider à l'accueil et à l'apprentissage des élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est donc l'objet de ce module 4 dans ce thème 2. On va pouvoir passer à la troisième entrée. La troisième entrée, elle concerne davantage la manière de sécuriser le parcours de l'élève. Dans le module 1 de cette sécurisation, on en vient évidemment à la dynamique du travail en équipe pédagogique cette fois, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit se passer entre les enseignants dans les différentes instances au moment où on prend l'élève, au moment où on le propose ou en tout cas on le laisse à son collègue du niveau suivant.
comment on construit la continuité et la cohérence de l'approche des besoins particuliers de ces élèves en équipe. C'est un sujet essentiel, évidemment, parce qu'un enseignant qui travaille d'une manière isolée, parce qu'il a cette sensibilité, cette familiarité avec l'approche de la grande difficulté scolaire ou du handicap, mais qui le fait tout seul pendant l'année durant laquelle il a son élève, et que cette dynamique-là qu'il a enclenchée dans le cadre de sa classe n'est pas suivie par son collègue qui succédera à la prise en charge, pose quand même un véritable problème de continuité, puisque sinon, comment penser la totalité d'un parcours si on n'a pas effectivement un regard continu et coordonné sur l'élève qu'on prend en charge au fil des années. Donc, c'est absolument essentiel, vous vous en doutez. Et c'est l'objet de ce module 1. Le module 2, donc c'est bien une manière de sécuriser le parcours de l'élève. Le module 2, l'évaluation des acquis des élèves et l'aménagement des examens. C'est un sujet, l'évaluation, parce que évaluer par rapport à quoi? Par rapport à quelles normes? Elle ne pose pas tout à fait les mêmes problèmes, cette évaluation, dans le premier degré, dans le second degré, avec une plus grande implication d'un plus grand nombre de professionnels. On ne parle pas des classes à examen qui posent des problèmes encore particuliers. Donc, c'est un sujet qu'il faut prendre très, très au sérieux et qu'on prend donc par les cornes dans le cadre de ce module 2. Le module 3 est plus orienté sur l'orientation, si j'ose dire, à l'étranger comme en cas de retour en France, parce qu'effectivement, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours à venir, hein, qui fait partie des parcours éducatifs tels qu'ils sont promus par notre ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, on a à construire au fil du temps un parcours de formation qui est finalement en même temps et qui doit être en même temps un parcours d'orientation progressive pour éviter à certains moments de la scolarité des espèces d'évaluation et d'orientation un petit peu coup près, si vous voulez, qui tombent sans que personne ne les comprenne, qui peuvent donner le sentiment de l'arbitraire, alors qu'en fait, ces décisions-là, elles doivent se construire dans le temps et en amont. Donc là, il y a des enjeux importants en matière d'accompagnement à l'orientation et même à l'insertion future. Le module 4, en fait, c'est du bon usage de l'inventaire des ressources. Autour de nos professionnels existent des ressources qui peuvent être connues, moins connues. Il faut faire le tri dans ces ressources, il faut les catégoriser, il faut savoir à quoi elles peuvent être utilisées. Et donc, du coup, la question de leur usage, la question de leur accessibilité aussi est posée. Et cette question-là, qui est essentielle, hein, parce que des ressources, il y a du bon usage individuel des ressources, il y a aussi le bon usage collectif de ces ressources. Comment on les partage ensemble, comment on s'appuie ensemble dessus pour en réaliser finalement la meilleure exploitation pédagogique possible. Voilà ce qui est en jeu dans ce module-là. J'ajoute, vous la décrivez aussi en insiste, que vous le constaterez, c'est un parcours qui entre par les besoins des élèves, encore une fois, mais pas par les troubles des élèves. Parce que s'il fallait qu'on s'attarde sur chaque trouble, on aurait une formation qui serait infiniment plus lourde et qui serait beaucoup plus compliquée à conduire. Donc, rentrer par les besoins, ça n'est pas ignorer les troubles, mais c'est remonter aux troubles à travers une analyse professionnelle des besoins. Parce que la manière d'analyser les besoins d'un enseignant n'est pas celle, en fait, d'un médecin, d'un clinicien, d'un ergothérapeute, d'un orthophoniste, d'un psychomotricien ou d'un psychologue. Lui, il a l'élève dans un écosystème classe. Il l'a au sein d'un groupe classe dans lequel, effectivement, cet élève doit prendre sa place comme les autres. Donc, les problématiques dans la classe, qui sont des problématiques à la fois individuelles et collectives, doivent effectivement s'accompagner d'une analyse particulière, professionnelle, que personne ne peut faire à la place de l'enseignant, de cet élève dans la classe. Donc, c'est un parti pris, si vous voulez, important de ce parcours. On rentre par les besoins, on essaye de les analyser, et quand on est face à ces besoins, on réfléchit aux problèmes professionnels et collectifs qui sont posés par le traitement de ces besoins et par la réponse à apporter à ces besoins, sachant qu'effectivement, les réponses qui doivent être apportées doivent l'être dans un cadre collectif. Donc voilà, en fait, les enjeux de cette rentrée 3. Et donc là, on a couvert, si vous voulez, rapidement l'ensemble du parcours. Je vous fais grâce, effectivement, de l'ensemble des objectifs qui sont corrélés à l'ensemble de ces modules, parce que la présentation serait beaucoup trop longue. Mais voilà, en gros, l'architecture, le scénario très global et un petit peu allégé, simplifié de ce qu'on est en train de construire avec, et c'est l'objet de la dernière diapositive, avec un espèce de chronogramme que je commente rapidement. On a choisi en fait comment dire, de
de baliser dans le temps un certain nombre d'étapes relatives en fait à la construction et à la mise en œuvre de ce parcours. Dans un premier temps, en fait, on va livrer ce parcours, on l'espère, pour l'été 2023, donc pour la fin de cette année scolaire, grosso modo. Un parcours qui sera donc intégré dans la plateforme Magistère à l'issue du travail réalisé par un certain nombre d'auteurs concepteurs, comme on les appelle, qui sont des formateurs du réseau, dans le premier et dans le second degré. Chaque module identifié, vous avez vu qu'il y en avait 4 par entrée, donc il y en a 12. En fait, chaque module est porté dans sa conception par une petite équipe de formateurs du réseau, constituée de formateurs premier et second degré, qui vont donc livrer une copie, qui vont intégrer leur module dans Magistère. Et ces formateurs, ces auteurs-concepteurs seront réunis en novembre probablement de cette année pour construire pour chacun d'eux une vision globale de ce parcours, puisque par définition, ils n'auront travaillé que sur un module, mais il leur appartiendra de construire cette vision globale. On le fera probablement en relation avec l'INSHEA. Et puis, à l'issue de ce travail d'appropriation collective de l'ensemble du parcours, ce parcours sera proposé à tous les formateurs du réseau volontaires pour qu'ils le suivent dans un premier temps à leur niveau, parce qu'ils ne sont pas tous familiarisés nécessairement aux questions d'école inclusive. Un certain nombre d'entre eux le sont, mais pas tous. Et une fois qu'ils l'auront expérimenté à leur niveau, eh bien, on le généralisera à l'ensemble des personnels du réseau qui pourront être accompagnés dans la réalisation de ce parcours à distance eh bien, par les formateurs qui l'auront eux-mêmes et préalablement suivi. Voilà en gros la dynamique dans laquelle on est actuellement engagé pour proposer une offre qui soit large, qui soit efficace, qui concerne vraiment tous les publics possibles et qui surtout puisse concerner rapidement le plus grand nombre de personnels. Parfait, merci, merci monsieur Trintignant. Ça a engendré plusieurs questions, alors, dont vous avez répondu en partie à la fin sur le processus comment dire, de mise en œuvre de cette formation. Une personne s'interrogeait sur le côté volontariste de la formation, du fait que on sait qu'à peu près dans toutes les classes aujourd'hui, il y a des élèves à besoins éducatifs particuliers, même s'ils ne sont pas toujours diagnostiqués. On sait que statistiquement, il y en a. Est-ce que cette formation, plutôt qu'être sur une base volontaire, ne devrait pas être obligatoire, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas que les enseignants soient très, très fortement encouragés à les suivre? Alors ben là, vous posez une question qui est une question de communication au réseau, c'est-à-dire que vous doutez bien que quand on mobilise, comme je le fais, puisque là, en fait, c'est moi en fait, qui suis chargé du pilotage de la conception et de l'élaboration de cette formation, en fait. Mais donc, il y a une trentaine de formateurs qui sont actuellement mobilisés sur la production de ces modules. On ne fait pas ça pour rien, hein. On a quand même bien l'intention, effectivement, une fois que le parcours sera livré, de communiquer très largement au niveau du réseau pour qu'il puisse être identifié et pour que les personnes puissent s'y inscrire dès qu'ils le pourront, avec toutes les sécurités possibles et tous les accompagnements qui pourront leur être proposés, puisque c'est une formation à distance, encore une fois, mais une formation qui doit être tutorée et accompagnée. Donc, on le fait pour que le plus grand nombre puisse y participer, et on se dit, si vous voulez, et ça c'est de l'ordre effectivement du pari, mais on peut difficilement obliger, on peut simplement fortement inciter l'ensemble des acteurs à suivre ce parcours. Et d'ailleurs, je pense que ça a été pointé dans une de vos questions tout à l'heure, les équipes de direction auront un rôle important aussi d'encouragement hein, de leur personnel à la suivre. Mais on compte bien effectivement, quand on constate le besoin exprimé par le terrain en matière de formation et d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers, que quand cette offre sera à disposition, elle rencontrera son public. On le constate pour le diplôme du DU qu'on évoquait tout à l'heure. On a 25 places maintenant dans ce DU par année. Compte tenu des moyens de l'INSHEA en formateur, on ne peut pas, pour un accompagnement et une formation très qualitative, avoir un trop grand nombre de personnes acceptées et prises en compte. Donc, ça se limite à 25, mais à titre indicatif, on a quand même l'année dernière et sur les 2 dernières années, on est dans la campagne d'inscription de la 3e cohorte. Là, actuellement, on vient de la lancer. On a 4 fois plus de demandes que de places. Donc, sur un parcours qui s'ouvre complètement à tout le monde dès le départ,
on se dit qu'effectivement, on aura la demande en face. Une petite question, monsieur. Du coup, vous dites que vous avez beaucoup plus d'inscrits, ce qui est une excellente nouvelle. Est-ce qu'il y a possibilité de demander davantage de formateurs pour le coup? Oui, je faisais référence au nombre de demandes par rapport au nombre d'inscrits au DU, qu'on a mis en place dans le cadre d'un partenariat avec l'INSHEA. On a effectivement beaucoup de gens qui souhaiteraient suivre cette formation et qui ne peuvent pas la suivre parce qu'on limite les places à 25. Mais s'agissant du parcours que je viens de vous présenter rapidement là, on n'a pas ces limites-là. On n'a pas, si vous voulez, la difficulté qu'on peut rencontrer avec un opérateur de formation comme l'INSHEA, qui a la triple vocation d'être un centre de ressources, un centre universitaire de recherche et un centre de formation. Là, quand on monte une formation à distance à notre niveau, au niveau du réseau, après, on peut s'appuyer sur nos formateurs pour accompagner le maximum de personnes qui souhaiteront suivre cette formation par la suite et sans limite particulière. On a maintenant des précédents, notamment vis-à-vis des personnels de droit local, les néo-recrutés, comme on dit dans le jargon. On a mis en place dans le réseau des parcours professeurs à professionnaliser qui permettent effectivement d'absorber beaucoup de demandes, avec, selon les zones et les pays et les besoins, une charge de travail plus ou moins importante d'ailleurs pour les formateurs accompagnateurs. Mais là, on n'a pas les limites de place. Oui, mais par rapport au DU, pourquoi se limite-t-on à des places? C'est une dimension financière, j'imagine? Le problème, si vous voulez, c'est que les formateurs mobilisables à l'INSHEA pour ce DU ont beaucoup d'autres choses à faire. C'est-à-dire que là, on a construit un partenariat, on a passé convention avec l'INSHEA pour monter cette formation, pour construire ensemble un cahier des charges. Mais la ressource mobilisable par l'INSHEA pour accompagner les personnes qui s'inscrivent à ce DU a ses limites. Donc, on a estimé au niveau de l'INSHEA qu'on pouvait difficilement aller au-delà de 25 personnes à ce stade. Il ne faut pas oublier que c'est une structure qui a vocation à former tous les acteurs possibles et imaginables de l'inclusion, que ce soit au niveau du système éducatif français, y compris en fait les acteurs médico-sociaux. Donc, ils ont un spectre d'intervention en matière de formation qui est très large, et leurs équipes ne sont pas extensibles. Donc, la formation qu'on propose pour notre réseau, c'est une offre qui prend place dans leur propre paysage d'offres de formation, dans leur propre paysage de catalogue de formation à l'INSHEA, qui est donc une formation supplémentaire qu'ils ont à assumer, mais ils n'ont pas des ressources non plus extensibles à l'infini. Donc, ils peuvent mobiliser un certain nombre de formateurs là-dessus, mobilisables à concurrence d'un certain nombre de stagiaires. Ils ne pourraient pas faire face au double ou au triple de stagiaires. Pardon, sans rentrer trop longtemps dans la technicité, mais du coup, comment se fait cette sélection alors? Alors, cette sélection, elle se fait, en fait, les critères de sélection sont des critères de représentation de zones. Déjà, on essaye de faire en sorte que la majorité des zones puissent être représentées. On regarde d'abord les candidatures spontanées qui ont été poussées qui peuvent être des candidatures spontanées individuelles, mais on communique beaucoup sur le fait que ces candidatures doivent être poussées par les établissements dont on souhaite obtenir le financement, même si les personnes peuvent autofinancer leur formation. En général, on demande aux établissements en fait, de pousser ces personnes à la formation et de financer cette formation pour justement la valoriser en fin de formation et faire de ces personnes des personnes ressources dans leur établissement. Alors, vous avez deux types de cas d'ailleurs. Vous avez des établissements qui ont déjà prépositionné des personnes comme personnes référentes et qui poussent cette personne à la formation pour se professionnaliser davantage. Et vous avez des établissements qui poussent des gens en formation pour en faire des référents. Vous avez le double mouvement en fait. Mais elles sont en général et dans leur grande majorité financées par les établissements. Et nous, le discours qu'on tient aux établissements au moment de la campagne de candidature, c'est de considérer que pour eux, c'est un investissement. Il y a une dimension RH, une dimension formation qui doit être consentie justement en faveur de l'inclusion scolaire. C'est-à-dire que pour nous, c'est un investissement sur une personne, puisque c'est bien une personne qui suit la formation, mais on en attend par ailleurs beaucoup de retombées collectives. Parce que cette personne qui suit la formation, on l'investit comme un agent de transformation de l'inclusion dans son établissement. Du coup, ça vous amène aussi dans la sélection à, j'imagine, répartir entre les établissements partenaires, les établissements et après, enfin, les différents statuts. Tout statut, toute catégorie, premier degré, second degré, prof, CPE, personnel de direction,
tous ces publics sont représentés à des niveaux variables. Mais je veux dire, par rapport à oui. l'origine de ces personnels en matière Oui. de rattachement aux établissements, quand vous sélectionnez des personnels en fonction de leur statut à eux personnel, c'est aussi en les prenant dans les différents types d'établissements conventionnés, partenaires ou EGD, enfin, j'imagine EGD également. Par rapport au parcours dont je vous ai Oui. présenté l'architecture, là, Tout à fait, oui. écoutez, là, il n'y a pas de conditions particulières, si ce n'est qu'il faudra quand même maîtriser suffisamment la langue française. Hein, ça me semble effectivement comment dire, un préalable, un prérequis indispensable. Pour le reste, il n'y a pas de conditions particulières, si ce n'est que toutes les candidatures individuelles, et j'y venais tout à l'heure pour répondre à Madame la sénatrice sur les questions de sélection ou de critères de sélection au DU, c'est qu'effectivement, on ait des candidatures qui soient vraiment explicitement portées par l'établissement dans une vraie logique et dans une vraie stratégie de formation pour l'établissement au service de l'inclusion. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, la logique, elle est simple intellectuellement et sur le papier, elle est beaucoup plus complexe à mettre en place, j'en conviens bien. Ça recommence. Ah, c'est moi? Volontiers, a fortiori aux besoins des élèves quand ils sont particuliers. Il faut identifier les besoins des professionnels qui doivent s'en occuper. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui, c'est bon. Oui, on t'entend. Oui. Donc, ça veut dire que pour répondre aux élèves, il faut se former à la réponse à ces élèves. Et pour se former à la réponse à ces élèves, il faut développer une stratégie. Et donc, c'est une stratégie individuelle, c'est une stratégie qui est indissociablement collective. Donc, mis à part le fait que les personnes doivent être volontaires pour la suivre, cette formation, et mis à part le fait qu'elles doivent être poussées explicitement dans le cadre de la stratégie RH et de formation de l'établissement pour la suivre, il n'y a pas d'autre limite. Tout ça est au service de l'inclusion dans l'établissement et pour faire avancer la cause inclusive. Donc voilà, c'est la seule limite. Il faut que ce soit des parcours individuels, mais inscrits dans des démarches collectives. D'accord. Donc, je vais me faire le porte-parole des fédérations de parents d'élèves. Est-ce qu'on pourrait imaginer, désolé Corinne, est-ce qu'on pourrait imaginer que des représentants d'associations de parents d'élèves ou de parents élus au conseil d'établissement puissent suivre ces formations-là pour pouvoir après interagir au niveau de l'établissement sur les problématiques des OBEP, hein? Ma question a traumatisé M. Trintignant. Mais pas traumatisante, c'est ma connexion qui commence à me traumatiser. Non, je vous taquine, je vous taquine. Non, sur le papier, on est effectivement dans une logique de formation individuelle et collective. Et par définition, à partir du moment où on l'ouvre au collectif, elle peut concerner potentiellement la communauté scolaire, et y compris les parents. Maintenant, au moment où on l'a construit, cette formation, on est plutôt sur les acteurs de l'établissement et de l'accompagnement en établissement des élèves. Mais c'est une question d'autant plus intéressante que on peut tout à fait imaginer, d'ailleurs dans l'esprit des concepteurs aujourd'hui, on est sur cette logique-là, on est sur un parcours de 12 modules. Mais on peut tout à fait imaginer que selon le métier que l'on occupe, le poste que l'on occupe en établissement, on peut être concerné ou se sentir concerné par 1, 2, 3 modules et pas nécessairement par les 12. Mais peut-être qu'effectivement, dans l'action qu'on mène au quotidien dans l'établissement, il peut y en avoir 1, 2, 3 qui peuvent plus particulièrement nous concerner et auxquels on pourrait effectivement s'inscrire. Donc, c'est cette capacité en fait à l'inscription et à des approches un petit peu différenciées de la formation, il faudra qu'on la mette dans notre radar. Là, on est dans la conception pour l'instant du parcours. Je pense que la question que vous posez de l'ouverture à l'ensemble des personnes qui peuvent avoir à connaître cette offre, à commencer par les parents en l'occurrence, c'est une question qu'il va falloir qu'on affronte et qu'on aborde probablement dans un deuxième temps. Mais là, on conçoit l'outil pour les acteurs de la formation en établissement. D'accord, très bien. Corinne, je t'en prie, je pense que tu veux apporter. Oui,
Et moi, je voulais surtout dire que, en fait, c'est souvent important au niveau de la formation, mais avec Alain, on en parle régulièrement. Il faut le même discours, en fait. Si les parents et les enseignants et le personnel ont le même discours, ont la même information, ont la même formation, le dialogue se passe beaucoup mieux. Moi, je le vois quand j'interviens dans les établissements scolaires. Je dis toujours aux enseignants, ce soir, je parlerai aux parents et le soir, je dis aux parents, j'ai parlé aux enseignants et on a eu le même, et j'ai le même discours pour les uns et pour les autres. Et ça rassure les deux communautés parce que c'est important que les deux se comprennent et aient le même niveau d'information. Donc, en effet, je pense qu'à un moment donné, il sera important que ce magistère puisse être ouvert, ou en tout cas certains modules puissent être ouverts aussi aux parents. Oui, oui, mais là, je n'ai pas besoin d'être convaincu beaucoup plus sur cette question-là. Il y a des précédents d'ailleurs, hein. Dans le témoignage que vous apportiez en début de réunion, oui, je crois que c'était le témoignage de Madrid qui faisait référence en fait à l'utilisation en fait de Calinclus qui se met en place petit à petit. On tient là par exemple on tient là un exemple justement de communication en fait d'un support qu'on a construit à l'agence. Hein. J'étais à la tête du groupe de travail qu'il a construit d'ailleurs dans le cadre de l'OBEP, là justement, hein, cet outil-là, qui est un outil d'auto-évaluation, d'auto-positionnement des établissements en fait sur leurs pratiques, leur culture, leur organisation inclusive, pour voir où sont justement les axes de progrès les plus importants à traiter, et du coup, à partir de ce diagnostic, de lancer un plan d'action qui soit adapté, qui soit réaliste et adapté. Ce document, il a fait l'objet d'une communication tous azimuts, y compris au niveau des associations de parents d'élèves, à commencer par les grandes fédérations, parce qu'on prend effectivement le parti que plus le nombre de personnes prend connaissance de cet outil, plus il est partagé, et plus après on peut en discuter efficacement au niveau des établissements, pour se mettre un petit peu en ordre de marche ensemble, pour voir si on se comprend bien autour des attendus de l'outil, si on se comprend bien sur le diagnostic qu'on peut en tirer, enfin, etc. Donc, moi, je suis complètement convaincu par cette démarche, effectivement, très transversale, à condition, effectivement, que chacun puisse quand même parler de la place qui est la sienne, et dans le respect des compétences de chacun. Voilà, c'est la seule réserve que je pourrais émettre. Attention à la confusion des rôles, parce qu'il y a toujours un risque aussi là-dedans. Très bien, mais je vous remercie. On va en profiter pour passer une capsule vidéo, celle de ce qui se fait à Jakarta. L'école inclusive, c'est d'être en capacité collectivement de répondre aux besoins particuliers des élèves. On est passé de l'élève qui doit aller vers l'école à l'école qui doit aller vers l'élève. Et finalement, la démarche de l'établissement, c'est ça, c'est prendre chaque élève, son profil, voir dans une triangulation avec l'élève, sa famille, les enseignants, et trouver ensemble un projet de réussite. Je sais pas, Guillaume, il est suivi pour donc l'hyperactivité et l'hyperémotivité. Moi, c'est l'équipe éducative qui m'a, entre guillemets, un peu prévenue quand on était en distanciel. Ils m'ont dit, bon, tu as un élève un petit peu particulier, on en parlera, il est suivi. On a surtout aménagé ses horaires de manière à ce qu'il puisse aller à l'école et éviter les moments où il y avait des crises en fait. Hein. On fait des réunions tous les trimestres pour faire un bilan donc avec le directeur, sa maîtresse et d'autres enseignants. Et si besoin, donc on convoque une réunion exceptionnelle et on met en place des adaptations. Réadapter pour lui, c'est aussi écouter ses besoins. De quoi est-ce qu'il est capable, cet enfant? Sur combien de temps? Combien de temps il peut se concentrer et donner le meilleur de lui-même. Et on a mis petit à petit, comme ça, dans notre classe, des petits rituels. C'est-à-dire que quand les élèves voient que Guillaume est en crise, chacun sait qu'il a un cahier d'autonomie, un casier d'autonomie et que pendant 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, je m'occupe de Guillaume et tout le monde est à son travail autonome. Le rôle de l'enseignant est très important dans la classe, non seulement pour gérer Guillaume, mais aussi pour gérer toute la classe et donc avec les autres élèves aussi. On travaille beaucoup ensemble sur accepter l'autre, accepter les différences. Et il l'accepte parfois même mieux que certains adultes. Je trouve que ça, c'est une belle réussite, en tout cas, dans notre classe. Cette question de la réponse aux besoins éducatifs particuliers des élèves est probablement la question la plus complexe du métier d'enseignant. Et c'est là le plus grand challenge pour nous. Ce qu'attendent les enseignants à ce niveau-là, c'est de ne pas être seuls. C'est pour cette raison qu'au sein du lycée français de Jakarta, nous avons mis en place ce groupe d'aide et de soutien
qui permet de réfléchir ensemble à ces questions qui sont complexes. Alors, le GAS, et c'est la spécificité des lycées à l'étranger, c'est qu'il est interdegré. Nous accueillons des élèves de la maternelle à la terminale. C'est une force. On a un pôle plutôt médecine scolaire, un pôle troubles des apprentissages, un pôle handicap, un pôle difficultés scolaires, etc. Le fait qu'une personne soit coordinatrice en secondaire, c'est quelque chose de nouveau.